Est-ce que cette réunion du 18 novembre peut être considérée comme une mise de l'État face à ses responsabilités ? Je pense parce que, encore une fois, quand on aura bouclé vraiment la boucle avec le rapport Malnati que je n'ai pas encore vu, mais dont on nous a dit qu'il serait bientôt connu, encore une fois, on aura l'inventaire des besoins. Et après, les collectivités sont dans la responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte de ces besoins, en quelle configuration, volumétrie ils peuvent être traités, qu'est-ce qu'il faut donc réaliser. Et de ce qu'il faut réaliser, puisqu'apparemment il n'y a pas grand-chose de déjà existant qu'on peut mobiliser, où est-ce qu'on le place et qui va payer. Donc je pense qu'on va revenir assez vite à un programme de construction sur un certain nombre d'années et un programme de cofinancement, c'est assez inévitable. Et donc la proposition de M. Muni, elle va reprendre corps quelque part en disant il faut que les collectivités, en fonction d'un prorata qui est à décider, se mettent d'accord pour créer ensemble des équipements. Maintenant, le DIP est très fier d'avoir récupéré, d'avoir mis en évidence le rôle culturel de l'État, d'avoir au fond, relégitimé sa fonction de coordinateur culturel en ayant changé le nom du département d'instruction publique de la culture et des sports. Je pense que le DCTI est aussi très fier d'avoir récupéré l'aménagement du territoire. Je pense que l'État ne peut pas juste se contenter de paroles et l'État sera effectivement au pied du mur parce que c'est l'État qui maîtrise la planification territoriale et c'est l'État qui doit mettre la main à la pâte s'il veut avoir un rôle de leadership en matière de culture, ce que je suis d'accord de lui donner, peut-être pas de leadership, mais en tout cas de vue territoriale plus large que les communes peuvent l'avoir. Donc là, ça me paraît être un petit peu l'épreuve de vérité. Si l'État ne se mouille pas, je pense que ça serait assez vite un manque considérable de crédibilité pour l'État. Parce que l'État ne peut pas d'un côté dire on fait le territoire c'est nous, la culture c'est nous, laissez-nous faire la conception d'ensemble, puis ne jamais payer. Donc je pense que s'il y a des budgets crédibles au niveau de l'État, les choses avanceront. S'il n'y a pas de budget crédible, comme souvent M. Marc Muller il promet beaucoup, mais il n'a pas toujours les moyens de tenir. Donc c'est là où quand on est aux affaires, on doit tenir ce qu'on peut, on doit promettre ce qu'on peut, puis on doit tenir ce qu'on a promis. Alors, lors de l'examen de la pétition Donnons des espaces à la culture, les socialistes avaient demandé à ce que cette pétition puisse être envoyée au Conseil d'État, ce que la majorité avait refusé. Est-ce simplement de la politique politicienne ? Mais je pense que dans les partis de l'entente, il y a une façon aussi de dire que laisser Marc Muller faire, il va tout résoudre. Il ne faut surtout pas l'embêter avec des demandes. Je pense que, moi je ne suis pas là pour critiquer un Conseil d'État, mais je pense que Marc Muller a de très larges responsabilités, il les a revendiquées. Il a un département qui à la fois est en charge de la planification territoriale et des autorisations de construire. Il doit construire des trams, il doit construire des logements, il doit penser à l'ensemble des besoins, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a revendiqué, c'est ce qu'il a obtenu. Je pense qu'il n'y a aucune raison de le protéger, il a voulu ses responsabilités, c'est à lui de mettre en œuvre les choses qu'on lui demande. Donc je pense que c'est un très mauvais signe que pour protéger Marc Muller, la majorité du Grand Conseil refuse de renvoyer une pétition de ce type. Quand on refuse de renvoyer une pétition au Conseil d'État, c'est pratiquement un classement de la pétition. Ça veut dire qu'on ne lui donne pas suite, soit parce qu'on estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite, soit parce qu'on estime que le résultat est déjà atteint. Alors je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas lieu de donner suite et on ne peut pas dire que le résultat soit atteint. Donc je pense que c'est une décision qui est tout à fait... la décision de ne pas renvoyer au Conseil d'État, c'est de la politique politicienne, absolument. Tous les espoirs sont maintenant à placer sur cette plateforme de concertation sur les lieux culturels qui sera entre les communes genevoises, l'État. Oui, alors c'est cette plateforme qui a hérité de ce que le groupe de concertation culturelle a fait. Donc je pense que la première étape est accomplie. Encore une fois, l'identification du problème, l'état des lieux. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas de problème, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, c'est une question de où est-ce qu'on pose les infrastructures, lesquelles on réalise et comment on les finance. Parce qu'on entre dans une phase maintenant, on n'est plus dans le concept, on n'est plus dans l'inventaire, on est dans la phase de réalisation. Cette phase, elle est évidemment plus douloureuse parce qu'il faut tout de suite penser au financement. Et c'est là où on a tout de suite la problématique des finances publiques. On est très tributaire quand même à Genève de la fiscalité des entreprises. On a une économie qui a des hauts et des bas. On a des prévisions budgétaires qui sont, à mon avis, très incertaines, malgré la précision des instruments, parce qu'un jour, on nous dit c'est une catastrophe, on est dans le rouge, le lendemain, non, on a des dizaines de millions de bénéfices.
Après, on vous dit que les uns veulent baisser les impôts, les autres disent qu'on doit rester compétitif, donc c'est très bien qu'il y ait de la concurrence fiscale. Donc souvent la fiscalité dans le débat politique est abordée comme quelque chose de désincarné, c'est simplement ce que les gens payent ou payent pas aux impôts. Mais on se rend compte aussi de l'autre côté de la barrière, et je le vois bien comme magistrat communal, tout ce qu'on peut faire dépend complètement de l'argent qu'on a. Donc à partir du moment où on doit réaliser des constructions, des bâtiments, chaque bâtiment, c'est plusieurs dizaines de millions, il n'y a pas de miracle. Donc si la fiscalité en même temps décline, parce qu'éventuellement le Grand Conseil décide de supprimer la taxe professionnelle, par exemple, ou bien parce qu'on fait miroiter au bon peuple contribuable qui sait bien de baisser les impôts, comme ça a été fait il y a une année, ou bien parce que tout à coup l'économie va moins bien, etc., c'est sûr que chaque fois qu'on veut faire des équipements, il faut les financer. Et quand on voit qu'il y a une espèce de pathologie politique autour de la fiscalité, où il y a une espèce de compétition pour savoir qui baissera le plus les impôts, on ne peut pas à la fois baisser les impôts, promettre aux gens la lune, leur dire vous verrez plus passer la douloureuse, puis en même temps se promettre à tout le monde qu'on va résoudre ces problèmes. Je pense que là je fais un tout petit peu de politique quand même, plus partisane. Je pense que le Parti libéral dont fait partie M. Muller est tout à fait responsable de l'impuissance du même M. Muller, dans le sens où c'est le Parti libéral qui incite les électeurs à diminuer les impôts dès qu'il peut. Donc le discours d'alléger les impôts, c'est un discours totalement démagogique qui prive la collectivité des moyens de réaliser ses ambitions. Alors, on doit faire beaucoup de choses à la fois. Il y a les coûts de la santé, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a tout ce qui est lié à la formation générale, il y a les transports publics, il y a les réseaux, etc. Puis après, on doit encore trouver de l'argent pour la culture. C'est insoluble si on continue de baisser les impôts. Dans sa conférence de presse au sujet des Nuits genevoises, Patrice Munier a parlé d'une nouvelle volonté du Conseil d'État de déclasser certaines zones, donc en zone industrielle, pour des activités culturelles. Est-ce que c'est simplement un début de proposition ? Écoutez, ce fait d'harmoniser les règles d'aménagement des territoires avec les besoins culturels, moi je l'ai toujours défendu. C'est un des points qui a été soulevé au groupe de coordination culturelle lorsqu'on a débattu de la problématique des locaux. Il y a donc le dédoublement du discours. D'un côté, on a parlé inventaire des locaux, ce qui paraît techniquement indispensable, ce dont on vient de parler maintenant. Puis de l'autre côté, on a parlé légalisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipements ou d'activités culturelles qui sont implantés ou qui pourraient l'être dans des zones qui normalement ne le permettent pas. Parce que moi je connais des artistes qui sont en zone agricole, ils devraient pas, ils sont très bien, mais ils sont à la merci de n'importe quelle procédure de réglementation. Il y a des artistes qui sont en zone villa, parce que ma foi, ils sont chez quelqu'un qui leur prête un bout de garage ou un bout de jardin. Il y a des activités artistiques en zone industrielle. Il y a des activités artistiques en zone urbaine, tout simplement. Et c'est très fragile tant qu'on ne permet pas une spécification de la zone. Il existe des zones de verdure avec spécialisation sportive, il existe des zones industrielles avec des spécialisations aussi, il y a des zones d'intérêt public. Il faut trouver une solution juridique, et je pense que ce n'est pas compliqué. On m'a assuré que c'était aussi le rôle que c'était donné le DCTI de résoudre ce problème. Il semble qu'au niveau de l'aménagement du territoire, les juristes travaillent pour faire des propositions de modification de la loi sur l'aménagement du territoire. Une fois que le projet est déposé au Grand Conseil, on sera tranquille. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Donc j'espère que ce ne sont là pas que des mots. Donc on attend l'État au pied du mur, d'une part, pour des crédits de d'autre part pour des localisations pratiques concrètes dans les plans localisés de quartiers qui doivent se faire dans les zones d'urbanisation qui sont en discussion, voire qui sont déjà déclassées. Et on attend au pied du mur aussi pour légaliser le tout par une modification de la LAT, donc la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Donc la balle est vraiment dans le camp maintenant de l'État, et j'espère bien que l'État va être à la hauteur de ce qu'il proclame. Alors, lors de la conférence de presse de présentation du projet PAV, il y a bien longtemps maintenant, Marc Muller parlait d'Eldorado, il ne pensait qu'à la finance à cette époque, mais d'un autre côté, les artistes et les milieux culturels, ils voyaient aussi un Eldorado dans le sens d'une possibilité d'implantation. Alors, ça fait effectivement partie de l'image que je crois qui est assez largement acceptée de ce qu'on doit faire au PAV. Le problème, c'est que ce périmètre aujourd'hui, contrairement à d'autres, c'est pas une friche industrielle. C'est pour ça que quand certains réclamaient à haut cri 14 000 logements, c'était une tromperie, parce que on peut tout simplement pas les faire.
parce que aujourd'hui, la plupart des terrains sont occupés par des entreprises dont on souhaite qu'elles restent prospères et actives à Genève, donc on n'est pas en train de les chasser. On doit prudemment chacune leur trouver un autre site, et ça va être pendant longtemps une cohabitation entre des activités artisanales et industrielles et des terrains qui vont se libérer pour qu'on puisse construire. Alors, c'est pas forcément une promesse pour 2012, ça, c'est ça la problématique. Or, le besoin pour les troupes, il est criant. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une improvisation, une précarité terrible, à la fois matérielle, financière, juridique, et il y a des besoins criants qui sont pas satisfaits, qui sont sur la table depuis des années. Donc le PAV, c'est peut-être encore ce qui est le plus à long terme. Je pense que si encore une fois, ça c'est de nouveau très politique, si le déclassement des Sherpines est contesté par référendum, il y aura un vote populaire, mais s'il est confirmé par le vote, il y aura relativement rapidement un plan localisé de quartier. Et je pense qu'au Sherpines, on pourrait même voir des réalisations plus rapidement qu'au PAV en fonction de la disponibilité des parcelles. Maintenant, en zone industrielle existante, si on arrive à trouver cette solution juridique de superposer à la zone industrielle une affectation culturelle particulière, je crois qu'il y a des espaces où on peut encore construire en zone industrielle, puis en fonction des besoins de l'économie, évidemment pas commencer à concurrencer les entreprises, parce qu'elles doivent être là-bas et pas ailleurs, avant tout. Enfin, les entreprises qui ont besoin de zone industrielle, il ne faudrait pas qu'elles soient placées devant le fait accompli que certains sites dont ils ont besoin soient occupés par des activités artistiques. Mais enfin, je pense que l'inventaire des terrains industriels laisse entendre qu'il y a encore de la place aussi. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je ne peux rien dire là-dessus. Mais je pense que maintenant, il faut commencer à échelonner dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait en 2012, qu'est-ce qu'on fait en 2013, qu'est-ce qu'on fait en 2014, pour répondre clairement à la population et aux artistes. Sur un plan plus général, vous qui avez toujours été très engagé, comment voyez-vous cette société actuellement où l'activisme semble disparaître, où il y a eu très peu, dirais-je même, de débats, de manifestations ou de discussions au sujet de, par exemple, l'assurance chômage, au sujet du logement, mais que l'on s'enflamme d'un seul coup pour une boîte de nuit? Écoutez, je pense qu'on est un peu dans la société du spectacle, on est un peu dans le zapping. Je pense qu'au maudit, on s'enflamme, mais c'est un peu des flammes sans lendemain. C'est l'expression d'un souhait. Je ne mettrais pas du tout ça au même niveau que l'angoisse d'un chômeur qui ne sait pas s'il va boucler les fins de mois parce qu'il va gagner moins que quand il bossait, que l'angoisse d'une personne qui a perdu son emploi ou d'une personne qui n'arrive pas à trouver un logement parce que voilà. Je pense que c'est pas quelque chose que je mettrais en phase. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on parle souvent plus des choses qui sont pas vraiment vitales, comme ce type de choses. Je pense que la personne qui est au chômage ou la personne qui a pas de logement, peut-être qu'elle a envie de se changer les idées, ça je peux comprendre. Mais je pense que ça l'a fait doucement rigoler de se dire qu'on fait des manifs pour savoir comment on va passer des nuits blanches, alors qu'on ferait mieux de faire des manifs pour créer du logement, quoi. Donc je pense que là, effectivement, dans la société d'aujourd'hui, les gens qui ont des vrais problèmes, ils ont même pas les moyens de les articuler parce qu'ils sont pris souvent à la gorge par des revenus scandaleusement bas. Il y a quand même encore pas mal de working poor à Genève, par des situations de précarité, par des problématiques aussi de santé, des soucis personnels. Je crois que les gens, le drame, c'est que les problèmes chroniques qui sont récurrents à Genève depuis très longtemps, la crise du logement, la crise de l'emploi, etc., sont tellement intériorisés et on vit avec que ça fait même plus scandale. Alors que s'il y a un petit scandale parce qu'il y a une boîte de nuit qui est fréquentée par un candidat au conseil administratif de la ville de Genève, qui s'est d'ailleurs fait soigneusement oublier, et pour cause dans l'histoire. Et qu'en plus on est en période d'élection. Et qu'on est en période d'élection, ça fait mousser tout le monde, on fait des jolies photos, on voit des gens qui manifestent dans des boîtes de nuit. Je trouve que ça, c'est typiquement, c'est la mousse médiatique. Et je pense pas qu'il faut que ça nous cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est effectivement, je pense que les gens qui ont des problèmes, ils ont pas toujours la force de descendre dans la rue, et c'est plutôt eux qu'on devrait mettre en exergue et pas les gens qui savent pas quoi faire à 4h du matin. Genèveactive.ch